Bonjour à tous, Mathéis Moufflet, analyste pour XTB, je suis ravi de vous revoir. On se retrouve cette semaine pour votre émission Matières premières et fondamentaux. Et cette semaine, on va parler de l'argent, du cuivre et du gaz naturel. C'est parti. On va commencer avec l'argent. On a une tentative de rebond. On est actuellement vers 77-78 dollars l'once. Alors pourquoi? Eh bien, on va voir ça tout de suite. On est actuellement entre la moyenne mobile exponentielle à 50 séances et la moyenne mobile exponentielle à 200 séances. Si l'argent casse 82 dollars, alors on peut avoir un signal aussi qui serait confirmé. Et sinon, on pourrait avoir le maintien d'une phase de consolidation. Et actuellement, on est dans des niveaux de surachat qui sont assez extrêmes par rapport aux moyennes à 1 et 5 ans. On va le voir juste après. Ce qui veut dire que si on revient un petit peu à la normale, en tout cas aux moyennes de long terme, on pourrait corriger jusqu'à vers 50 dollars l'once. On le voit, on le voit sur ce graphique ici, avec donc les graphiques d'écart à la moyenne. Vous voyez ici le prix de l'argent à 74, c'est même un petit peu au-dessus maintenant, c'est 78, avec la moyenne à 1,5 à 1 an, 5 ans et à 100 jours qui sont évidemment bien en dessous. Et si on regarde un petit peu les Z-scores, donc les écarts types, c'est-à-dire les écarts à la moyenne du silver, de l'argent, eh bien on voit qu'à 100 jours, on est relativement en zone de surachat, on a 0,5, on voit que c'est quand même plutôt dans la moyenne haute, même si c'est en baisse. Par contre, si on va plus dans des durées plus longues, donc à 1 an et à 5 ans, on est à 1,4 pour le 1 an et on est à 3,5 pour le 5 ans. C'est en zone de surachat, voire en zone d'extrême surachat pour le 5 ans. Et donc effectivement, si on pourrait retracer jusqu'à 50 dollars l'once. Au niveau de l'open interest, les positions ouvertes, donc pour rappel, l'open interest, ce sont toutes les positions ouvertes sur l'argent. Eh bien, pour le contrat de mars, elle recule fortement. L'écart entre mars et mai n'est que d'environ 10 000 contrats. La fermeture des marchés chinois réduit temporairement la demande industrielle et apporte un calme relatif. Vous le savez, c'est le nouvel an pour les Chinois. Donc il y a 2 semaines de congé national en Chine et donc forcément la demande est beaucoup plus faible pendant cette période. On voit ici l'open interest pour l'argent et donc on voit qu'il a chuté complètement. Il a chuté ici complètement, de près de moitié, ce qui réduit considérablement le risque associé à l'augmentation des livraisons liées à ce contrat. Le rythme des avis de livraison sur le COMEX est aussi en baisse, mais un nouveau test est attendu début mars, ce qui est la période habituelle de la hausse des avis. C'est aussi là que les Chinois vont reprendre le travail. Les stocks d'argent sur le COMEX sont aussi en chute, sous 400 millions d'onces. Au niveau de la saisonnalité, on voit qu'on avait une saisonnalité qui était évidemment... On avait un cours de l'or qui était évidemment bien plus haut que la saisonnalité habituelle et finalement on est repassé au niveau habituel à 3%, un petit peu plus maintenant. La saisonnalité indique que le prix de l'argent a généralement augmenté plutôt au cours des 6 à 7 premières semaines de l'année, après quoi il a suivi plutôt une tendance latérale, ce qu'on voit ici, on a plutôt une hausse en début d'année avant d'avoir plutôt une latéralisation des cours et une hausse ensuite une fois qu'on a dépassé les 100 séances, et donc la fin de l'année, la deuxième moitié de l'année, est plutôt plus favorable à l'argent. Évidemment, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais c'est toujours intéressant à regarder. Au niveau du cuivre maintenant, on va voir un petit peu que les stocks sont massifs sur le COMEX. Le cuivre a bondi en 2025 en raison de problèmes miniers en Asie et en Amérique du Sud, et aussi du FOMO, Fear of Missing Out, donc de la spéculation, de la peur de laisser passer l'opportunité, mais aussi grâce à la hausse de l'argent. Mais actuellement, il y a un excédent d'offres qui pourrait déclencher une correction à court terme. Le cuivre est déjà en phase de latéralisation, voire même en début de baisse actuellement, et donc on a même un excédent d'offres qui pourrait perdurer cette baisse.
La baisse des prix, elle est encore plus marquée sur le COMEX que sur le London Exchange. Une distribution des stocks américains pourrait accentuer le recul aux États-Unis, où les prix avaient plus grimpé qu'à Londres en 2025. On voit ici la différence des prix entre les prix sur le COMEX, donc les prix américains, et les prix sur le London Stock Exchange, donc les prix européens. Et on les voit ici que les prix américains en orange baissent actuellement beaucoup plus rapidement que les prix européens en blanc. Les prix sur le COMEX atteignent leur niveau le plus bas depuis la fin de l'année 2025. Au niveau des stocks, on a eu des stocks qui sont énormes sur le COMEX, qui sont des niveaux inédits depuis des décennies, et notamment en crainte de droits de douane élevés ou nouveaux. C'est ce qu'on voit ici. Vous voyez les stocks donc soit sur le LME en orange ou les stocks sur le COMEX en gris. Et on voit qu'il y a une explosion des stocks sur le COMEX. Il est clair que ces stocks résultent une grande partie de transfert de stocks du LME vers les États-Unis. Donc pour éviter les droits de douane, c'est ce que je disais juste avant, on transfère les stocks maintenant pour éviter qu'il y ait des droits de douane plus tard. Néanmoins, les niveaux de stock sur les 3 plus grandes bourses dépassent ceux de 2013-2014, année où nous avions assisté à une offre excédentaire massive et à une chute des prix en dessous de 5 000 $ la tonne. Les prix aussi de l'aluminium chutent après des rumeurs d'une possible réduction des droits de douane américains sur l'aluminium et l'acier. Et donc ça pourrait avoir un impact potentiel sur le cuivre avec une baisse ou un report des nouvelles barrières commerciales. Et j'en avais déjà parlé pour l'argent, c'est aussi vrai pour le cuivre. Le nouvel an lunaire réduit l'activité économique avec un risque de demande à tonnes jusqu'à mars. Pourquoi c'est important? Eh bien parce que la Chine représente 50% de la demande de cuivre. Donc forcément, quand 50% de la demande est quasiment à zéro pendant 2 semaines, ça peut avoir une influence. Et sur ce graphique, on voit un petit peu le Credit Impulse. Donc c'est le Credit Impulse de la Chine. Qu'est-ce que c'est que le Credit Impulse? C'est l'accélération ou la décélération du flux des nouveaux crédits dans l'économie, et cela rapporté au PIB. Et donc on voit que le Credit Impulse chinois était en forte hausse, il est en bleu, et on le compare avec le prix du cuivre 150 jours après, parce qu'on considère que le Credit Impulse est un indicateur économique avancé, donc on le considère avec les prix passés du cuivre, et on voit que la corrélation est quand même plutôt forte, avec une hausse ici du Credit Impulse qui s'est accompagnée des prix du cuivre, donc 6 mois plus tard, 5 mois plus tard. Et donc on voit que le Credit Impulse ici en Chine est plutôt en baisse, donc ça pourrait avoir une influence négative sur les prix du cuivre dans les prochaines semaines, à voir si ça arrive. On continue avec le gaz naturel qui est toujours sous pression. On a une production qui a atteint 114 milliards de pieds cubes par jour, ce qui est une hausse de 10% comparée à 2025, alors que la demande, elle, est absolument très basse. Elle est très basse à 95 milliards, ce qui est une baisse de 20% par rapport à la normale. Les exportations de gaz naturel liquéfié de GNL restent élevées à 20 milliards de pieds cubes par jour. L'EIA, l'Agence internationale de l'énergie, a relevé ses prévisions de production moyenne de 2026 à 110 milliards de pieds cubes, contre un petit peu moins de 109 précédemment, notamment après un rebond post-janvier où, vous vous en souvenez, le froid avait fait chuter la production. Le nombre de forages gaziers est au plus haut depuis 2,5 ans, ce qui pourrait favoriser une hausse de la production. Et la consommation américaine reste inférieure à la moyenne quinquennale. On voit ici un graphique de la balance entre l'offre et la demande. Vous voyez ici en rouge l'offre et en vert la demande. Donc vous vous en souvenez, l'offre avait chuté pendant les phases où il faisait extrêmement froid aux États-Unis parce qu'elle ne pouvait pas produire à cause du froid, et on est maintenant revenu à la normale alors que la demande, elle, est en train de s'effondrer. On finit avec donc les prévisions météo qui annoncent des températures légèrement au-dessus de la normale
avec des degrés jours de chauffage proches de la moyenne quinquennale. Donc évidemment, si la météo est plutôt favorable, il y aura donc moins de chauffage, ce qui peut avoir des conséquences à la baisse, des pressions à la baisse sur les prix du gaz naturel. On voit sur ce graphique les degrés jours de chauffage donc aux États-Unis, qui sont donc pour rappel, hein, les degrés jours de chauffage, ce sont les degrés qu'on a besoin pour chauffer en plus des températures normales. Donc plus les degrés jours de chauffage sont élevés et plus la demande de chauffage est élevée, et donc plus la demande de gaz naturel est élevée. Et on voit ici donc le plus haut de 5 ans, le plus bas de 5 ans, et ici en pointillé la moyenne à 5 ans, et en orange donc notre degré jour de chauffage actuel en 2026, et on voit qu'on est tout juste sous la moyenne à 5 ans. Donc on est globalement sur des températures légèrement plus élevées qu'habituellement. Une vague de froid tardive en mars n'est pas exclue, mais historiquement la demande reste proche des moyennes à cette période. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et à liker la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai évidemment. Et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Mathis Moufflet pour XTV.